Depuis qu'il a réalisé Alien en 1979, Ridley Scott est tenté par une image. Ce géant fossilisé, fusionné avec son siège de pilotage, aperçu au début du film. Pourtant, la saga n'a jamais cherché à en dire plus à son sujet. Pour Scott, c'est l'occasion rêvée. Plutôt que de refaire un simple film Alien, pourquoi ne pas explorer cette ancienne race extraterrestre ? Et l'idée de départ est plutôt cool. D'où viennent les œufs? Comment se sont-ils retrouvés dans le vaisseau du Space Jockey qui semblait être le pilote d'un vaisseau extraterrestre? Comment a-t-il été contaminé par les aliens, etc. L'idée séduit la Fox, mais le projet va rapidement prendre une tournure inattendue. Nous les avons appelés les ingénieurs. Les ingénieurs. Ah ouais, Et vous pourriez nous éclairer sur ce qu'ils ont construit? C'est nous qu'ils ont construit. Des conneries. Après la sortie d'Alien Resurrection, en 1997, la saga entre dans une longue période de sommeil cryogénique. L'univers Alien est relégué à des crossovers avec Predator, comme Alien vs Predator en 2004 et sa suite Alien vs Predator Requiem en 2007. Mais ces films déçoivent une partie des fans. C'est dans ce contexte que Ridley Scott, réalisateur du premier film, se réintéresse à la saga, mais à une condition. Il ne veut pas simplement revenir avec une suite. Il est déterminé à explorer des mystères restés non résolus. En particulier, le Space Jockey, cet être fossilisé aperçu dans le premier film. Qui était-il? D'où venait-il? C'est vrai ça, on aimerait bien le savoir. D'ailleurs encore aujourd'hui. Tout a commencé au début des années 2000, lors de discussions entre Ridley Scott et James Cameron, le réalisateur d'Aliens. Les deux hommes se sont penchés sur l'idée d'un 5e film de la franchise. Le concept de Scott pour ce film aurait exploré les origines des célèbres extraterrestres xénomorphes et du mystérieux Space Jockey, l'énigmatique créature aperçue brièvement dans Alien. Ce projet s'inscrivait dans un cadre plus large, inspiré par les théories des anciens astronautes, comme celle de l'écrivain Eric von Daniken, qui suggère que la vie sur Terre a été créée par des extraterrestres. Ces théories ont d'ailleurs aussi inspiré Paul W.S. Anderson pour Alien vs Predator. Scott, dans une interview, a expliqué que la NASA et le Vatican pensent qu'il est presque mathématiquement impossible que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui, sans avoir reçu un petit coup de pouce en cours de route. Ces réflexions ont donc servi de point de départ à l'exploration des origines de l'humanité dans le film. Mais les discussions ont rapidement évolué. En effet, dans le même temps, la Fox a approché James Cameron pour lui soumettre leur idée de crossover entre Alien et Predator, qui allait donner naissance au film Alien vs Predator en 2004. Mais Cameron était opposé à cette idée, car il pensait que cela diluerait l'univers Alien. Il a donc quitté le projet et affirma en 2006 publiquement qu'il n'était plus intéressé par la franchise Alien, qu'il considérait comme étant la propriété de la Fox. Et c'est pour ça qu'il se mit à préparer de son côté sa propre grande saga de science-fiction qui serait découverte en 2009 sous le nom d'Avatar. Tu as le courage, peur de rien. Je te vois. Je te vois. On en parlera prochainement sur la chaîne, alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines rétrospectives. Et c'est justement en mai 2009 que la Fox annonce officiellement Prometheus comme un reboot de la franchise Alien, même si rapidement on apprendra qu'il s'agit en réalité d'un préquel. Le développement du film a cependant rencontré des obstacles lorsque la Fox s'est heurtée à Scott concernant son choix de nommer Karl Erik Rinsch, qui bossait jusqu'à présent dans la publicité, comme réalisateur du film. La Fox a alors exigé que Scott réalise le film lui-même. Au même moment, Scott rencontre le scénariste Jon Spaihts, qui propose un concept de préquel direct à Alien, un film visant à établir un lien entre les événements humains et l'univers de la saga. Au départ, Jon Spaihts, scénariste relativement inconnu, rédige un script intitulé Alien Engineers, un scénario qui reprend les bases d'Alien, avec les œufs, les facehuggers et une forte connexion avec la planète LV-426, le tout dans un cadre très horrifique. C'est un préquel direct qui s'intéresse à l'origine des xénomorphes et à la mystérieuse civilisation des ingénieurs, des créatures divines supposées être responsables de la création de la vie sur Terre.
Mais Ridley Scott estime que ce script reste trop proche de l'original et qu'il limite l'histoire à un simple préquel. Il veut aller plus loin, avec des thèmes plus profonds, qui abordent l'origine de l'humanité et le rôle des ingénieurs dans l'évolution de la vie. En avril 2010, le script en est déjà à sa 4e version. Cependant, Scott décide d'embaucher un autre scénariste pour retravailler le scénario de Spate, voulant s'éloigner de la mythologie alien. Scott engage donc Damon Lindelof, scénariste de la série Lost, mais également des films Star Trek réalisés par J.J. Abrams. Lindelof modifie alors radicalement le script. Il retire les éléments trop familiers d'Alien, comme les œufs et les facehuggers, et introduit de nouveaux concepts plus mystérieux, comme le liquide noir, qui devient un élément central du film. L'objectif de Lindelof est de transformer Prometheus en une réflexion philosophique sur la création et la religion, tout en s'éloignant de l'univers d'Alien. Et comme il le dit lui-même, si la fin de Prometheus se résume à la pièce dans laquelle John Hurt entre et qui est pleine d'œufs dans Alien, il n'y a rien d'intéressant là-dedans, car nous savons où cela va se terminer. Les bonnes histoires, on ne sait pas où elles vont se terminer. Alors oui, par contre, ce serait bien que toi, au moins, tu saches comment va se terminer ton histoire. Parce que, à mon avis, t'en savais foutre rien. Ce changement est une révolution pour le film et il divise immédiatement l'équipe. Ridley Scott est enthousiasmé par la possibilité d'explorer des questions plus larges, tandis que les producteurs sont plus réticents, craignant que le public ne soit pas satisfait de l'absence des éléments iconiques de la saga Alien. Le film devient donc un quasi-préquel qui s'inspire d'Alien, tout en étant une œuvre autonome. En octobre 2010, Lindelof soumet son scénario à la Fox, qui est particulièrement satisfaite du résultat, notamment car il propose un budget moins élevé que celui envisagé par Scott initialement de 250 millions de dollars. Le budget sera finalement fixé à 130 millions. Ridley Scott voulait une interdiction aux moins de 17 ans, mais le studio a insisté pour un PG-13 afin d'attirer un public plus large, ce qui a limité certaines scènes violentes. En décembre de la même année, le titre Paradise est envisagé, inspiré du poème Paradise Lost de John Milton, mais Scott estime qu'il en dit trop sur l'intrigue du film. Finalement, c'est le nom Prometheus qui est retenu en janvier 2011, marquant un tournant important dans la production du film. Lorsque le titre est confirmé, la production choisit délibérément de maintenir un lien plutôt flou avec Alien, afin de préserver le mystère et de nourrir l'attente autour de Prometheus. Scott expliquant que bien qu'Alien ait en effet été le point de départ du projet, le processus créatif a donné naissance à une nouvelle mythologie et à un univers grandiose dans lequel cette histoire originale se déroule. En juin 2011, il confirme que Prometheus se déroulera dans le même univers qu'Alien, mais introduira une mythologie distincte, plus grande et plus ambitieuse. Ainsi, le film n'est plus seulement une préquelle, mais aussi une exploration de thèmes nouveaux, inspirés par des questions philosophiques, biologiques et cosmiques sur l'humanité. Le projet a donc évolué pour devenir quelque chose de plus vaste et ambitieux que ce à quoi l'on s'attendait au départ. Le tournage de Prometheus a eu lieu de mars à septembre 2011. Ridley Scott a vu les choses en grand, des décors gigantesques construits en dur, un casting de premier plan avec Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron et Idris Elba, et une ambition visuelle totalement folle. Ridley Scott a fait de la confidentialité une priorité, demandant aux acteurs de lire le script sous surveillance et imposant des clauses de confidentialité pour éviter toute fuite sur Internet. Pour la première fois de sa carrière, il se décide à tourner en 3D, inspiré par le succès d'Avatar, sorti en 2009, ce qui a complexifié le tournage. Chaque plan a dû être minutieusement calculé pour optimiser la profondeur de champ et l'immersion. Le film a été tourné dans des lieux variés et spectaculaires comme l'Islande, qui a ajouté une dimension brute aux scènes extérieures, un choix décrit comme ayant un aspect jurassique, qui convenait parfaitement à l'introduction du film. Ce décor naturel offrait des paysages désolés, accentuant le mystère. Le tournage eut lieu également au studio Pinewood, en Angleterre, où ont été construits les décors du vaisseau Prometheus et de la pyramide des ingénieurs. Et tout a été fait à échelle réelle pour donner aux acteurs un vrai sentiment d'immersion. Puis en septembre 2011, le tournage s'est déplacé à Alicante, en Espagne. Les zones de tournage comprenaient le grand réservoir d'eau du complexe et une plage voisine d'Alicante. Le tournage a également eu lieu en Jordanie. Scott a évité d'utiliser des écrans verts dans la mesure du possible, employant à la place divers éléments pour aider les acteurs à comprendre où ils étaient censés regarder dans les scènes qui auraient besoin de CGI en post-production. Rapace a affirmé que les écrans verts ont été utilisés moins de 6 fois pendant le tournage. Ridley Scott a poussé le réalisme au maximum, en privilégiant les effets pratiques. La plupart des intérieurs du vaisseau étaient des décors construits en dur, ce qui était plutôt rare à une époque où les fonds verts étaient utilisés dans la majorité des productions hollywoodiennes.
Scott a insisté pour utiliser un maximum d'effets physiques, mais certains plans ont tout de même nécessité quelques ajouts numériques, parmi lesquels l'hologramme du système solaire qui a été ajouté en post-production, mais tourné à partir d'une vraie projection d'une boule sur le plateau, permettant à Michael Fassbender d'interagir avec en vrai. La scène de la césarienne de Shaw réalisée avec une animatronique ultra détaillée et des effets numériques pour donner l'illusion d'un organisme en mouvement, une scène qui a été modifiée également en post-production car jugée trop gore au départ. Les ingénieurs ont été incarnés par de vrais acteurs avec des maquillages et des prothèses ultra travaillées. C'est l'acteur Ian White, habitué des créatures pour avoir déjà incarné un Predator ou l'un des marcheurs blancs dans Game of Thrones, qui incarne l'ingénieur principal du film. Le chef décorateur Arthur Max a travaillé sur des designs inspirés par Alien, mais avec un focus sur l'avenir. L'idée de la pyramide extraterrestre et de l'atmosphère religieuse dans certains décors met en valeur la dimension mystérieuse et presque divine de la civilisation qu'elle présente. Le travail de Giger sur les peintures murales est aussi un clin d'œil à Alien. Les combinaisons spatiales avec des casques à 360 degrés et un design futuriste ont-elles été conçues à partir de matériaux inspirés de ceux utilisés en médecine, montrant la volonté de rendre le futur aussi réaliste que possible. Malgré l'ambition du projet, l'ambiance sur le plateau a été parfois très tendue. Ridley Scott étant un perfectionniste, les exigences du tournage en 3D ont rendu le travail plus long et fatigant. Charlize Theron et Noomi Rapace ont souvent été en rivalité sur le plateau. Leurs personnages s'opposant régulièrement dans le film, cette tension a semblé déteindre sur leur relation hors caméra. Des tensions dues surtout au fait que Charlize Theron, à la base, voulait le rôle principal, celui incarné par Noomi Rapace dans le film. Et elle n'a accepté de jouer qu'à une seule condition, que son personnage ait une présence aussi forte que celui de Noomi Rapace. Donc elle était sûrement un petit peu dégoûtée pendant le tournage, quand elle s'est rendue compte qu'elle s'était fait un petit peu enfler. Michael Fassbender, lui, a impressionné tout le monde par sa préparation. Il s'est inspiré de David Bowie et Peter O'Toole pour incarner l'androïde David, et il est resté souvent dans son personnage entre les prises. Enfin, Guy Pearce incarne Peter Weyland, jeune et vieux, alors qu'un acteur plus âgé aurait pu être choisi. Un choix incompréhensible, surtout à cause du maquillage plutôt raté qui n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Les scènes d'action ont été particulièrement éprouvantes, Noomi Rapace réalisant plusieurs cascades elle-même, et la scène où elle court après sa césarienne a été tournée en une seule prise. La combinaison serrée, la tension physique et le stress du tournage ont rendu cette scène particulièrement éprouvante. Elle était réellement essoufflée et éprouvée, ce qui a ajouté à l'authenticité du moment. Ridley Scott a voulu que ça ait l'air aussi réaliste que possible, donc il n'y a pas eu de triche sur la fatigue ou la souffrance. Ça fait partie de ces scènes où l'actrice vit vraiment la détresse de son personnage, ce qui renforce l'impact à l'écran. Le tournage s'est terminé dans les temps, mais le montage s'est révélé complexe, notamment à cause des nombreuses questions laissées en suspens pendant le tournage. Pour la bande-son, Mark Strattenfeld est choisi comme compositeur. Il avait déjà bossé avec Ridley Scott sur la musique des films American Gangster et Robin des Bois. Sa partition pour Prometheus est plutôt originale pour un film lié à Alien. Plutôt que de miser sur une tension horrifique omniprésente, il compose une musique plus grandiose et mystérieuse qui colle bien au côté quête des origines du film. Mais il n'est pas seul. Harry Gregson Williams, qui avait aussi travaillé sur Seul sur Mars, participe également à la bande-son en composant le morceau Life, un thème qui revient plusieurs fois dans le film et qui accompagne l'émerveillement des explorateurs face au mystère du vaisseau des ingénieurs. Et je dois dire que la musique est plutôt réussie pour le coup, c'est l'un des points positifs du film. Certains fans ont tout de même regretté l'absence d'un vrai score angoissant comme celui de Jerry Goldsmith dans Alien, qui ajoutait une couche d'horreur et de malaise. Ici, la musique sert plus à donner un côté épique et philosophique en jouant sur l'inconnu et la grandeur de l'univers. L'histoire se déroule à la fin du XXIe siècle et se concentre sur l'équipage du vaisseau spatial Prometheus alors qu'ils suivent une carte des étoiles découverte parmi les vestiges de plusieurs anciennes cultures terrestres. Cette découverte les conduit vers un monde lointain et une civilisation avancée. L'équipage cherche les origines de l'humanité, mais va découvrir à la place une menace qui pourrait provoquer l'extinction de la race humaine. Lorsque Prometheus sort en juin 2012, l'attente est énorme, les fans d'Alien espérant enfin des réponses aux questions qu'ils se posent depuis plus de 30 ans. J'ai le droit de savoir pourquoi. Ce n'est pas important de savoir pourquoi ils ont changé d'avis. Au contraire, tout est là. Sur une terre préhistorique, un extraterrestre se tient au bord d'une cascade, tandis qu'un vaisseau spatial décolle au-dessus de lui. L'extraterrestre boit un liquide mystérieux puis commence à se désintégrer, ses restes tombant dans la cascade. Cette décomposition déclenche alors une sorte de réaction génétique. Des siècles plus tard, en 2089, les archéologues Elizabeth Shaw et Charlie Holloway découvrent des cartes stellaires partagées par plusieurs anciennes civilisations. Je crois qu'ils veulent qu'on vienne les trouver. Ouais.
Elles sont interprétées comme une invitation des créateurs de l'humanité nommés les ingénieurs. Peter Weyland, PDG de la Weyland Corporation, finance une expédition pour suivre ses cartes et envoyer le vaisseau Prometheus en mission. L'équipage voyage en stase, surveillé par l'androïde David, et arrive en 2093 sur la lune LV-223. Leur mission, retrouver les ingénieurs. Je suis votre employeur. J'enregistre ce message le 22 juin 2091. Professeur, je vous prie. Ces images proviennent de fouilles archéologiques dans le monde entier. Le même pictogramme qui montre des hommes idolâtrant des géants aux doigts pointés vers les étoiles, notre imagerie à longue portée a révélé l'existence d'une planète. Nous y sommes arrivés ce matin. Alors on est là parce que vous autres gamins, vous avez trouvé une carte au fond d'une caverne. Hein? Et comment vous savez? Hein? Je ne sais rien. Mais c'est ce que je choisis de croire. Le Prometheus atterrit près d'une structure artificielle et une équipe s'y rend pour explorer. À l'intérieur, il découvre une statue monolithique, des tableaux de contrôle mystérieux et le cadavre d'un extraterrestre géant, probablement un ingénieur. David vole secrètement une sorte de jarre pour l'étudier, tandis que d'autres cylindres laissent échapper un liquide noir. Une tempête les force alors à quitter la structure, mais Milburn et Fifield se perdent et sont laissés à leur sort jusqu'à l'arrivée des secours. Pour moi, entre l'électrostatique et les bourrasques de vent, je vois aucun moyen de vous ramener sans risque. Vous pouvez passer un message à l'archéologue et à sa copine mystique? Qu'ils aillent se faire profond. Bien sûr. 5 sur 5. De retour sur le vaisseau, l'ADN de l'ingénieur décédé est analysé et correspond à celui des humains. David découvre que le liquide noir contenu dans l'ampoule est un agent mutagène. Il l'injecte alors secrètement dans un verre bu par Holloway, qui finit par avoir des relations avec Shaw. Milburn et Fifield sont de leur côté attaqués par deux créatures en forme de serpent, ce qui conduit à la mort de Milburn et expose Fifield à l'infection du liquide noir. T'as de la force, hein. Casse-moi, oh putain, casse-moi. Oh merde. L'infection d'Holloway se propage rapidement et pour éviter une contagion, il est alors brûlé vif par Vickers. Shaw découvre alors qu'elle est enceinte, bien qu'elle soit stérile. Lorsqu'elle utilise un Medipod, sorte de table chirurgicale automatisée pour retirer sa progéniture, une sorte de poulpe lui sort du ventre. Vas-y. Anesthésie locale. Vite. Après l'opération, elle apprend que Weyland était à bord depuis le début de la mission et souhaite que les ingénieurs l'aident à prolonger sa propre vie. Fifield, devenu mutant, attaque alors l'équipage avant d'être tué. Le pilote, Janek, pense que la structure est une ancienne base militaire des ingénieurs, responsable de la perte de contrôle sur le mutagène. C'était fabriqué ici, ça s'est échappé, ça s'est retourné contre eux, fin de l'histoire. Il y en a un qui a survécu. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il a à nous dire? Franchement, non. Weyland et son équipe réveillent alors l'ingénieur survivant, mais ce dernier tue David, Weyland et ses compagnons. Shaw réussit à s'échapper et l'ingénieur active son vaisseau pour libérer le mutagène sur Terre. Janek et son équipage décident alors de se sacrifier en percutant le Prometheus contre le vaisseau de l'ingénieur. Impact imminent. Lâchez tout! Seul Vickers s'échappe, mais elle meurt écrasée par le vaisseau des ingénieurs. Shaw réussit à rejoindre un canot de sauvetage, où elle découvre que sa progéniture qu'elle avait réussi à retirer est devenue un gigantesque poulpe. L'ingénieur rescapé attaque alors Shaw, mais la créature qu'elle a libérée parvient à le tuer. Shaw prend alors le corps de David et utilise ses connaissances afin de se diriger vers la planète des ingénieurs, cherchant des réponses sur la création de l'humanité et sa possible destruction. Finalement, une créature surgit de la poitrine de l'ingénieur, nous faisant vaguement penser à un xénomorphe. Prometheus sort le 30 mai en France et le 8 juin 2012 aux États-Unis. Avec un budget de 130 millions, Prometheus rapporte 403 millions de dollars au box-office mondial. Un succès plutôt modeste en comparaison des attentes du studio.
Et justement, en replongeant plus loin dans la saga, le premier Alien a rapporté 106 millions pour 11 millions de dollars de budget. Aliens, sa suite, sortie en 1986, a rapporté 183 millions de dollars pour 18,5 millions de budget. Prometheus fait tout de même mieux que Alien Resurrection, mais loin des gros blockbusters de l'époque. Le film a marché suffisamment bien pour justifier une suite, mais Ridley Scott a compris à ce moment-là que le public attendait un lien plus direct avec Alien. Le film a aussi relancé le débat sur les préquels inutiles, beaucoup de spectateurs estimant que Prometheus aurait dû être soit un vrai Alien, soit un film totalement indépendant. Le critique de cinéma Justin Chang pour Variety a décrit la structure et le genre du film comme étant incapable de gérer le courant philosophique de l'intrigue. Il a estimé que Prometheus reportait paresseusement les points clés de l'intrigue sous prétexte qu'une suite serait réalisée. Todd McCarthy du Hollywood Reporter a lui qualifié les visuels du film de saisissants, époustouflants et magnifiques sur le plan technique, soulignant les performances de Fassbender, Rapace et Theron. Tom Huddleston de Time Out London a estimé lui que l'intrigue était plate et prévisible, les personnages sans émotion, et que bien que le film soit parfaitement divertissant, il n'était pas à la hauteur des attentes avant sa sortie. Alors, vous voulez mon avis sur Prometheus? Bien sûr, oui. Comment vous dire? Déjà, c'est pas une merde. Ce film n'est pas une merde, contrairement à ce qu'on a pu vous faire croire. Continue. Bah, c'est un beau film. Mais c'est chiant, et c'est très con. Quoi? Ah oui, c'est très con. Hein, tant que ça? Ah oui, tant que ça, oui. Attention, la fête va commencer. Bon, déjà, ça, le Space Jockey, bah c'est pas ça, c'est pas l'ingénieur. Et je vous laisse avec des ingénieurs de la NASA qui vont vous l'expliquer mieux que moi. Il faut trouver un moyen de faire entrer ça à l'intérieur d'un trou fait pour ça, en servant uniquement de ça. D'un côté, le film impressionne visuellement, la mise en scène est soignée, l'univers est fascinant et certains moments marquent les esprits, comme l'opération chirurgicale de Shaw ou l'androïde David, et de l'autre, le scénario divise à cause de décisions stupides prises par les personnages, à certaines incohérences et surtout le film pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Pourquoi les ingénieurs veulent-ils détruire l'humanité? Pourquoi changent-ils soudainement d'avis? D'un côté, la direction artistique est incroyable, Fassbender magistral en David, l'ambiance intrigante, Ridley Scott livre un film visuellement sublime avec une photographie à couper le souffle, et de l'autre, des personnages prennent des décisions totalement absurdes, ça manque d'horreur par rapport aux aliens originaux, et la fin est vraiment frustrante. Les fans espéraient une origine claire des xénomorphes, mais le film s'éloigne totalement de la saga. Il est forcément antérieur aux autres de plusieurs millénaires. Je crois qu'ils veulent qu'on vienne les trouver. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait dire ça en fait? Un gars qui pointe des étoiles dans le ciel, ça veut dire qu'il faut que t'ailles dans les étoiles, toi. Alors que la peinture, elle date de 30 000 ans. Donc ça s'adressait à qui? Aux hommes préhistoriques? Mais ils avaient pas de vaisseau à l'époque, ils étaient pas capables d'en construire. Ça n'a aucun sens. Première chose que tu fais après avoir dormi 2 ans, toi, c'est direct des pompes. Moi je prends un café plutôt, non? Le seul système correspondant dans notre galaxie est si éloigné de la Terre qu'il est totalement exclu que ces peuplades archaïques primitives puissent l'avoir découvert. Et y a pas d'autre système dans l'univers avec exactement la même configuration d'étoiles. Notre galaxie, la Voie lactée, contient 100 à 400 milliards d'étoiles. En ce qui concerne les planètes, on pense qu'il y aurait des milliards de planètes en orbite autour de ces étoiles, et beaucoup d'entre elles pourraient se situer dans la zone habitable de leur système, où les conditions sont propices à la vie telle que nous la connaissons. Et comment vous savez? Hein? Je ne sais rien. Mais c'est ce que je choisis de croire. Et c'est là où ça commence à être très compliqué de croire à cette histoire. En fait, on est un petit peu comme les différents membres d'équipage dans le hangar, on se demande ce qu'on fout là. Parce que c'est pas sur une simple croyance qu'on finance une telle expédition. Dans le premier Alien, le Nostromo rentrait sur Terre avec des minerais. Le but était donc commercial, et leur présence était justifiée par l'argent. Ici, le but de l'expédition se base sur 2 personnes qui ont trouvé des dessins dans des grottes, et qu'on réussit à convaincre un vieil homme mourant. Et ils disent qu'ils ont dépensé 100 milliards pour cette mission. Et elle le dit en plus, hein, Weyland il est censé être mort. Ma société a déboursé 1000 milliards pour trouver cet endroit et vous y amener. Weyland était un homme très superstitieux, merci. Il voulait quelqu'un à bord qui ait la foi. Donc même si c'était le délire d'un vieux fou, vu qu'il est mort, pourquoi l'expédition a lieu? Ça va vous servir à quoi? Sécurisation de la sortie. Parce que mon boulot, c'est de m'assurer qu'il ne vous arrive rien. Elle est scientifique, cette mission. Il n'y aura pas d'armes. Très bien. Bon courage, alors. Donc là aussi c'est très idiot, ils y vont sans armes, sans prendre de précautions, sans savoir sur quoi ils vont tomber, et quasiment sans savoir où ils vont. Ils faisaient de la terraformation. Je t'en prie, arrête de... Non, je porte pas, j'en ai ras le bol.
Il en a ras-le-bol de quoi? De porter un casque? Vous avez vu le casque, comment il a l'air hyper confortable? Son visage ne touche même pas le casque, il est énorme. J'ai des vents de 200 km/h chargés de silice et assez de foudre pour vous griller dans vos combis. Dans 15 minutes, je vais fermer les portes extérieures. J'espère sincèrement que vous arriverez avant. La tempête permet de créer une situation de stress, avec de très belles images, certes, mais dans ce cas, pourquoi vous n'êtes pas resté à l'intérieur? Attends, ici on est déjà passé? Je sais pas, tout se ressemble. Alors le géologue et le biologiste qui se perdent alors que le géologue, quelques scènes plus tôt, a cartographié les lieux. Sans déconner. C'est fort quand même. Ce n'est pas un exosquelette, non. Ça doit être un casque. Non, c'est un exosquelette, ce n'est pas un casque. Désolé, un casque, ça ressemble pas à ça. Même si c'était un casque extraterrestre, mais ça n'a pas de sens de lui avoir fait une trompe. Ça ne marche pas non plus pour moi. On peut pas me faire avaler qu'il y avait quelqu'un dans le Space Jockey. Partant de là, tout tombe à plat pour moi dans ce film. Correspondance ADN. Dieu tout-puissant. Là aussi, alors niveau collège, hein, s'ils avaient le même ADN, ce seraient des vrais jumeaux. Et encore, parce que même de vrais jumeaux ne partagent pas exactement la même séquence ADN. Il existe toujours des petites variations qui peuvent être détectées par les analyses, donc allez pas me faire croire que dans le futur, ils sont pas foutus de voir que c'est pas le même ADN, c'est encore un raccourci. Alors le coup du doigt dans le verre, au pire, il le voit pas, d'accord, mais il l'entend parce que nous on l'entend, donc il l'entend qu'il a mis son doigt dans un verre, ou alors il en tient vraiment déjà une bonne grosse couche, et il boirait n'importe quoi. Ça doit être un bug. Ça veut dire quoi? Bug? En l'an 2100, le mec ne sait pas ce que c'est un bug. Tu fais pas de bruit, y a pas de souci, je gère. Salut ma belle. Oui. Mais cassez-vous en fait! Cassez-vous! C'est un genre de serpent cobra, je suis désolé, mais tu restes pas planté là devant le truc! Ouais, c'est une dame, regarde. Hein? Même si t'es ébahi par la créature alors qu'elle est sur le point d'attaquer, ça se voit quand même. Donc bah pour le reste, tu te dis bah bien fait pour sa gueule. Et c'est comme ça tout le temps, pour tout le monde. On peut pas avoir d'attachement à des personnages qui prennent des décisions débiles et incohérentes. Vous avez une idée de ce qui suinte de ces genres? Non. Elles ont changé depuis notre dernière visite. Il y a plus de serpents du coup, hein. Non, bah il y en avait que 2 sûrement. Non, c'est pas trop tard. Je dois pas retourner à bord. Holloway qui semble se transformer en quelque chose, on saura jamais quoi vu qu'il se fait brûler. Qu'est-ce que vous faites? Je t'aime, ma belle. Je t'aime. Allez. Et c'est bien fait pour lui parce qu'il était très con depuis le début aussi. Toi on te connaît pas, on t'a jamais vu donc tu vas crever. Et Weyland est peut-être milliardaire, mais il est aussi con que les autres. Vous m'avez convaincu que si nous avions été engendrés par eux, alors ils pourraient nous sauver. Enfin, me sauver moi, à tout le moins. Il faut partir d'ici tout de suite. C'est pas parce que tu crées quelque chose que tu as le contrôle sur sa mortalité. Donc tu ne peux pas financer une expédition de 100 milliards de dollars sur l'hypothèse que ceux qui t'ont créé vont pouvoir te rendre éternel. Il y en a un qui a survécu. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il a à nous dire? Franchement, non. Il y a 2 secondes, elle voulait se barrer et maintenant elle veut aller les rencontrer. Elle a vite changé d'avis quand même. Les saloperies, ça reste ici. Je les ramènerai pas chez nous. C'est inacceptable. Et je ferai tout ce qu'il faut pour empêcher ça. Ne prenez aucun risque, commandant. Et Yannick est peut-être le seul personnage qui a des comportements à peu près normaux finalement. Affichage, commandant. C'est un vaisseau. Un vaisseau, et ça vous pouviez pas vous en rendre compte dès le début. Bon alors là c'est le pire parce que ce qu'on pensait être des combinaisons, bah ça se pose directement sur lui, hein, comme une sorte de scaphandre. Et du coup bah il peut plus bouger. Je veux dire, ils ont même fait des yeux au casque. Je veux dire c'est pas un casque, ça ne marche pas ton idée de départ, ça ne marche pas. Leur vaisseau est en partance. Quoi? Il faut l'intercepter. On n'intercepte rien du tout. Si vous ne l'arrêtez pas, c'est plus la peine, on n'aura plus nulle part où rentrer. Et bah contactez la Terre et dites-leur d'intercepter le vaisseau avant qu'il arrive. Enfin je sais pas. Tu pourras toujours me payer de l'autre côté.
Ah, on va crever, c'est rigolo. Levez tous les bras, ouais, c'est la fête. Bon, mais ça fait encore une jolie scène. Voilà, c'est beau, mais c'est con, hein, depuis le départ, je vous l'ai dit. Prometheus, c'est beau, mais c'est con. Bon, là, l'ingénieur, il a survécu au crash, admettons. Le poulpe s'est transformé en une sorte de kraken. Bref, est-ce que j'ai besoin de commenter, là, sérieusement? Et il en sort pas un petit chestbuster, mais une sorte de créature xénomorphe adulte. Avec son casque de bobsleigh, là, comme beaucoup l'ont fait remarquer. C'est une sorte de camoulox de mélange d'idées qui, individuellement, aurait peut-être pu fonctionner. Mais là, tout est survolé, à peine évoqué, et donc, bah, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, ce serait une suite qui donne des réponses, et comme on le sait, ce sera pas le cas. Ce qui retire tout l'intérêt de ce film, qui ne mérite même pas d'être revisionné. Ça n'a aucun rapport avec la saga Alien. Scott nous montre de belles images, parce que c'est encore en 2012 un bon metteur en scène, il nous en met plein les yeux, le film est vraiment bien produit, mais il part d'une histoire totalement éclatée. Voilà, c'était mon avis sur Prometheus. Pour la femme de ménage. Plusieurs éléments du film proviennent de concepts initialement rejetés pour Alien en 1979, parmi eux les affichages intégrés au visière des casques de l'équipe au sol et la scène où l'équipage récupère une tête d'ingénieur pour l'étudier à bord du vaisseau, idée qui devait à l'origine concerner la tête du pilote, le Space Jockey. Le design du pont du Prometheus est également très proche d'une première version du pont du Nostromo, abandonné à l'époque pour des raisons budgétaires. Contrairement aux 4 premiers films de la saga, Prometheus n'a jamais eu droit à une version longue. Ridley Scott avait été sollicité par la 20th Century Fox pour en assembler une, à l'occasion de la sortie en Blu-ray, mais il a finalement refusé de retoucher au film. Autre particularité, c'est le seul film de la franchise Alien à ne présenter aucun xénomorphe. Le titre Prometheus fait lui référence au titan de la mythologie grecque, qui vola le feu aux dieux pour l'offrir aux humains. Ce nom avait déjà été utilisé dans le jeu vidéo Predator Concrete Jungle pour désigner la Prometheus Tech, une technologie développée à partir d'équipements Ioja volés. Et même l'utilisation de la lune Phobos n'est pas anodine. La vidéo promotionnelle Phobos liée à Alien Covenant évoque un test de peur inspiré du dieu du même nom. Et d'ailleurs, Peter Welland raconte lui-même le mythe de Prométhée dans le court-métrage TED Conference 2023. Asher Giger a participé à la production de Prometheus, mais de manière très limitée. Ridley Scott a expliqué que Giger avait travaillé à ses côtés 11 mois sur le film. Et comme on peut le voir, uniquement pour concevoir quelques fresques murales dans la première salle du temple. Enfin, selon le linguiste Dr Anil Biltou, qui a aidé à développer la langue des ingénieurs, voici ce que David dit réellement au dernier ingénieur avant le dénouement. Cet homme, Welland, est ici parce qu'il ne veut pas mourir. Il croit que vous pouvez lui donner plus de vie. La langue des ingénieurs est basée sur l'ancêtre commun des langues indo-européennes modernes. Malgré ses défauts, Prometheus a marqué la science-fiction, en relançant la saga Alien et en ouvrant des débats passionnants sur la philosophie, la religion et l'origine de la vie. Mais il a laissé les spectateurs face à des questions vertigineuses. Qui sont vraiment les ingénieurs? Pourquoi ont-ils créé l'humanité avant de vouloir finalement l'anéantir? Les questions que se pose Shaw, Prometheus posait ces grandes interrogations, mais au lieu de réponse, il entretient le mystère. Elisabeth Shaw et David partent à la recherche de la vérité, tandis que nous, on reste totalement dans le flou à la fin du film. Prometheus est le résultat d'un scénario original qui aurait sans doute été bien plus intéressant s'il n'avait pas été modifié par un autre scénariste ayant une vision totalement opposée. En tentant de concilier deux approches incompatibles, le film a perdu ce qui aurait pu faire sa force. Être un véritable préquel assumé à Alien, en nous apportant de réelles origines sur le Space Jockey et les xénomorphes. Et au lieu de ça, on a eu droit à un film truffé d'incohérences où les visions des deux scénaristes s'entrechoquent. Un cas de figure qui rappelle d'ailleurs le fiasco de la dernière trilogie Star Wars, où les changements de direction ont conduit au résultat bancal qu'on connaît tous. C'est pas un hasard si Prometheus et Alien Covenant ont été autant critiqués et analysés, notamment sur YouTube. Leurs problèmes de production sont visibles à l'écran, et c'est précisément ce qui en fait des films fascinants à décortiquer. Comprendre comment et où ça a foiré permet de mieux saisir les mécanismes qui transforment un projet ambitieux en œuvre qui divise. Car aucun film n'est pour moi foncièrement mauvais au départ. Ce sont souvent les décisions des studios, des réalisateurs ou des scénaristes qui l'orientent dans la mauvaise direction.
Et dans le cas de Prometheus, il semble pour moi que Ridley Scott se soit perdu totalement en cours de route. Après avoir signé 2 chefs-d'œuvre comme Alien et Blade Runner, son retour à la science-fiction en 2012 aurait dû être un événement. Mais au lieu de renforcer son héritage, Prometheus marque pour moi le début d'une méfiance du public envers les choix artistiques du réalisateur. Et avec Alien Covenant, cette méfiance ne va faire que s'amplifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et vous êtes désormais 10 000 abonnés à la chaîne. Vous m'avez fait un joli cadeau pour les 1 an de Clap Story. Merci beaucoup pour la force. Et on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine pour la suite de la story Alien. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez me donner votre avis sur Prometheus en commentaire. Comme d'habitude, on en discute. Et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous si ça vous a plu. En attendant, vous pouvez me rejoindre comme d'habitude sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et si vous souhaitez découvrir les vidéos en avant-première ainsi que des vidéos exclusives, je vous invite à rejoindre la section membres rejoindre. Ça permet aussi de soutenir financièrement la chaîne. En attendant, parce que derrière chaque film se cache une histoire à raconter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Clap Story. Ciao!